Bonjour à toutes et à tous, c'est Paléo News, l'émission qui fait des news avec du vieux. Les Paléo News de l'été 2025, nous sommes fin juillet 2025, on va se faire des petites news tranquillou, les petites news des vacances, et on commence tranquillou avec Colossal Bioscience, la même compagnie qui avait annoncé avoir soi-disant ressuscité le loup sinistre, le Direwolf, qui annonce désormais qu'ils vont ressusciter le Moa. Bon, je rappelle ce que c'est que la définition d'une résurrection pour Colossal Bioscience. Il s'agit juste de faire une autruche génétiquement modifiée, quoi. Ce sera pas un Moa. Ce sera certainement pas un Moa, ce qu'ils vont faire. Ce sera juste une autruche vaguement génétiquement modifiée pour ressembler à un Moa. Et s'ils sont réellement très fainéants, ils prendront même un émeu. Je dis qu'ils sont fainéants parce que pour faire ressembler une autruche à un Moa, faut lui faire repousser un troisième doigt sur le pied. Les autruches, donc 2 doigts sur les pieds. Donc s'ils sont vraiment fainéants, ils prendront un émeu. Un émeu qui a déjà 3 doigts au pied. Mais bref. Donc on est à peu près certain que cette résurrection du Moa n'aura pas lieu. Mais surtout, là où ça devient très intéressant, et là où la raison pour laquelle je veux en parler, c'est qu'en fait, Colossal Bioscience, ils se sont un petit peu enflammés en disant que la communauté des Maoris soutenait l'initiative. Et la communauté des Maoris a donc répondu en disant « Non, pas du tout, non. » C'est même plutôt insultant en réalité, ont-ils répondu. Donc voici dans le journal Science, sur le blog en fait du prestigieux journal Science, la réponse de la communauté maori aux allégations de Colossal Bioscience qui a pas perdu une occasion de se taire. Pour le coup, niveau communication, ils se sont bien plantés. Voilà, mais soyez tout à fait rassurés sur le fait que non, il y aura pas de résurrection de Moa de sitôt. Et oui, je sais qu'il y a des momies de Moa, mais non. Enfin, il y a des momies, il y a des parties, des fragments momifiés de Moa au British Museum, il me semble. Enfin, Muséum d'histoire naturelle de Londres maintenant. Mais voilà, il y aura pas de résurrection du Moa à partir de ces fragments momifiés. Ça reste fondamentalement impossible de recréer un chromosome à partir de l'ADN d'une espèce éteinte. On reste dans les molécules anciennes avec cette fois des paléoprotéines, des protéines vieilles de 18 millions d'années qui nous viennent du lac Turkana au Kenya. Donc voici le lac Turkana, un des grands sites, un des hauts lieux de la paléoanthropologie, puisque il y a par exemple le Turkana Boy, l'enfant du Turkana, Homo erectus, enfin Homo erectus africain, Homo ergaster pour d'autres, qui a été découvert notamment dans cette région-là. Des grands sites comme Kobifora qui ont donné de nombreux restes proches d'Homo habilis et de Homo rudolfensis, Lotagam, Napudé, d'autres sites qui sont un peu moins connus quand même à côté, mais voilà, il y a quand même Kobifora dans le tas, donc ça donne quand même l'espoir que possiblement on va découvrir des restes, des protéines d'hominidés dans ces sites. Alors vous avez les âges de ces sites, dont certains remontent, vous voyez, jusqu'à 30 millions d'années même, Donc ici, ils ont réussi à découvrir des protéines dans des sites qui ont 1,5 million d'années, donc notamment le Paléoloxodon, qui est l'éléphant avec les défenses, les longues défenses très très longues, à 1,5 million d'années sur un site qui a donc fourni, comme je vous le disais, de nombreux hominidés. Ça donne quand même l'espoir un jour de trouver des protéines de ces hominidés. Bon, je rappelle qu'on a découvert on a maintenant des protéines d'hominidés qui viennent d'à peu près cet âge-là, voire même plus proche de 2 millions d'années, dans le berceau de l'humanité en Afrique du Sud, dans les grottes du berceau de l'humanité en Afrique du Sud. Mais là, du coup, ça ouvre quand même la possibilité de trouver des protéines dans des sites qui ne sont pas des grottes, donc dans des sites qui étaient à l'époque plus ou moins dans les tropiques, dans des dépôts qui sont des dépôts de surface, pas des dépôts en grotte, donc qui normalement, ou du moins on s'attendait à ce qu'ils ne nous donnent pas réellement de protéines. Finalement, si, ils nous donnent des protéines, ces sites. Donc on en a à 1,5 million d'années, on en a à 7 millions d'années, et vous voyez qu'on descend à 16, 17, 18 millions d'années, et même 30 millions d'années avec Arsinoitherium. C'est le fameux truc qui ressemble à un rhinocéros, mais avec les 2 cornes sur le nez qui sont l'une à côté de l'autre. Donc il a 2 cornes qui partent sur le côté comme ça. 2 cornes qui ne sont en réalité pas vraiment des cornes.
Ce sont vraiment des protrusions nasales. C'est pas comme un rhinocéros en fait où la corne est faite avec de la kératine et il n'y a pas du tout d'os. Là, c'est vraiment des protrusions de l'os nasal qui se projettent à droite et à gauche et qui forment deux structures qui sont creuses d'ailleurs. Raison pour laquelle on pense que Arsinoitherium devait produire des sons, des infrasons avec son nez, hein, parce qu'il avait le nez creux en l'occurrence. Ces deux grosses cornes étaient complètement creuses, donc il devait pas s'en servir pour se battre, ou alors ça devait être très très ritualisé, ça devait être très soft, on va dire. C'est une hypothèse qui avait été proposée par le chercheur franco-allemand Martin Pickford, et d'ailleurs j'avais pu étudier pour ma thèse l'oreille interne d'Arsinoitherium et montrer que justement elle était très bien adaptée à l'audition des basses fréquences. Donc on a vraiment un faisceau de preuves assez intéressant pour montrer qu'Arsinoitherium utilisait ses cornes plutôt pour produire des sons et pas tellement pour se battre. Bref, donc ils ont trouvé même des protéines d'Arsinoitherium. Donc eux disent qu'ils ont des protéines jusqu'à 18 millions d'années. Alors ils ont des protéines effectivement jusqu'à 18 millions d'années. Celles qui vont jusqu'à l'âge vénérable du début du Miocène, donc ce sont les protéines qui ont donné suffisamment d'acides aminés pour faire cette phylogénie. Et regardez, on a une très très belle phylogénie qui nous place Archaeopotamus au sein des hippopotamidés ici, qui nous place Chilopteridium au sein des rhinocérotidés ici, en groupe frère de deux autres rhinocéros ici, dont un est un Célodonta antiquaris, hein, c'est le Antiquatis, pardon, c'est le rhinocéros laineux. Ici on a un autre rhinocéros éteint, Stéphanorinis, mais qui est connu depuis beaucoup plus longtemps que ça, puisqu'il a été découvert dans des dépôts glaciaires. Et puis ici, au sein des Afrotheria, donc le groupe des mammifères endémiques d'Afrique, on a les éléphants, Elephas maximus et Loxodonta africana, l'éléphant d'Asie et d'Afrique respectivement. Et donc ici, en groupe frère de Loxodonta africana, on a des Gomphotheridés qui datent de 16 millions d'années. Les Gomphotheridés, c'est ceux qui ont des défenses en haut sur sur le prémaxillaire en l'occurrence, et en bas sur l'os dentaire, sur la mandibule. Donc ce sont les proboscidiens avec deux paires de défenses. Et donc vous avez leurs petits cousins ici, les Dénotheridae. Regardez, les Dénotheridae sont là, Prodeinotherium oblei, qui ont donné des protéines vieilles de 16 millions d'années. Et ces protéines, elles placent donc Prodeinotherium ici en groupe frère de Paléoloxodon à 1,5 million d'années. Alors, est-ce que c'est la vraie position phylogénétique des Deinotheridae? Alors, les Deinotheridae, c'est les éléphants qui ont les proches parents des éléphants qui ont des défenses uniquement sur la mâchoire. Donc en fait, la plupart des paléontologues sont quand même plutôt d'accord pour faire descendre ces éléphants d'éléphants qui avaient deux paires de défenses, à savoir que vous avez la lignée qu'on appelle les mastodontes qui va perdre les défenses du bas, garder les défenses du haut et devenir les éléphants modernes, et vous avez l'autre lignée, celle des Deinotheridae, qui va perdre les défenses du haut, garder uniquement les défenses du bas. Donc est-ce que cette position phylogénétique est fiable? Je ne pense pas. Est-ce que c'est normal d'avoir des positions phylogénétiques un petit peu cassées dans une analyse paléoprotéomique? Oui, c'est normal. Bon, je le rappelle, on est en contexte tropical, les protéines ont pris cher. Vous voyez que là, on a des séquences protéiques que pour 4 protéines, hein, dont la plupart étant des protéines qui s'expriment au niveau des dents. Hein, donc c'est pas non plus beaucoup de signal phylogénétique qui a été rassemblé ici. Donc c'est normal qu'on ait un arbre un petit peu bizarre où les éléphants modernes sont plus basaux que les machins qui vivaient il y a 16 millions d'années, vous voyez. Mais bon, ça reste quand même un arbre assez congruent dans le sens où il place les Deinotheridae au sein des proboscidiens. Vous voyez que dans un monde où ces protéines étaient très mal préservées ou n'étaient pas des protéines de Deinotheridae, elles auraient pu se placer n'importe où dans l'arbre phylogénétique. Donc ça démontre quand même qu'il y a du signal phylogénétique dans ces protéines. Et donc, comme je vous le disais, là, c'est ce qu'ils appellent les protéines de l'émail, puisqu'elles sont extraites de l'émail dentaire, où ils ont une très forte confiance en la qualité du signal. Et donc ça remonte jusqu'à 18 millions d'années. Les plus anciennes protéines, avec un signal de confiance, c'est celles du rhinocérotidé Chilopteridium. Mais
Il y a aussi des protéines d'Arsinoitheridae, donc ils nous les ont présentées un peu plus haut, et il y a un autre arbre phylogénétique qui est là caché dans les supplementary data. Une fois de plus, on retrouve des choses intéressantes en supplementary data. Ils ont notamment, réussi à extraire un petit peu de protéines de Arsinoitherium. Vous voyez ici, il y a Zygolophodon d'ailleurs qui est un mammutidé. Zygolophodon qui est le plus grand proboscidéen connu jusqu'à présent, du haut de ses, je sais plus combien, une vingtaine de tonnes je crois. Donc c'est quand même un représentant intéressant, 16 millions d'années, et donc jusqu'à 30 millions, presque 30 millions d'années, vous voyez ici 29 millions d'années, un Arsinoitheridae qui se place alors en groupe frère d'un mammutidé, donc en groupe frère d'un mastodonte, qui est lui-même groupe frère du Tenrec. Bon, c'est pas foufou comme résolution phylogénétique, mais au moins, ça le place au sein des afrothères. Et ça, mesdames et messieurs, c'est la première fois qu'on démontre avec des séquences de paléogénétique, des séquences de protéines ici en l'occurrence, c'est la première fois qu'on démontre qu'Arsinoitherium est un afrothère. Jusqu'à présent, on n'en était pas sûr. Et ça, c'est de la folie. Mesdames et messieurs, ça c'est de la folie. On a enfin démontré que Arsinoitherium est un afrothère. Et moi je trouve ça fou, je trouve ça dingue. Si vous avez vu mes cours de paléomammalogie, je vous ai dit, Arsinoitherium, oui, il ressemble à un proboscidien, mais bon, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à des proboscidiens sans réellement être très proches des proboscidiens. En réalité, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à des éléphants sans être apparentés à l'éléphant. Parce que dès qu'un animal dès qu'un mammifère devient un peu gros, il acquiert de façon convergente, c'est l'évolution convergente, il acquiert de façon convergente des caractères qui le font ressembler à un éléphant. Parce qu'il n'y a pas 36 moyens d'être un gros mammifère terrestre. Bon là au moins on en est sûr maintenant, les protéines d'Arsinoitherium, des protéines des dents, donc qui n'ont pas vraiment de raison fondamentale d'être semblables à celles des éléphants. On n'a pas de raison de supposer que ces protéines dentaires aient évolué de façon convergente avec celles des éléphants, d'autant qu'ils n'avaient pas du tout la même morphologie dentaire ni le même régime alimentaire que les éléphants, les arsinoithères. Donc là, on a de bonnes raisons de penser maintenant que, du moins on avait des bonnes raisons de penser, mais maintenant on a la preuve. Les Arsinoitheridae sont des afrothères. Et donc, comme je le disais, ça veut dire qu'on a quand même 30 millions d'années d'histoire paléontologique de l'Afrique de l'Est dans un lieu très riche en hominidés qui vont potentiellement pouvoir nous donner dans le futur des séquences protéiques et qui vont permettre de résoudre l'arbre phylogénétique des hominidés. Quand est-ce que vous faites ça? Je veux savoir, je veux voir. C'est vraiment des très bonnes nouvelles pour la paléontologie, pour le futur de la paléontologie et le futur de la paléoanthropologie. Et puisqu'on parle de paléoanthropologie et de protéines, je vous rappelle que la grosse actualité paléontologique de cet été, ça a été la démonstration que ce crâne, qui s'appelle le crâne de Harbin, qui est l'holotype d'une espèce qui s'appelle Homo longi, l'homme dragon, a vu son ADN et ses protéines se faire analyser grâce à son unique dent préservée. Vous voyez qu'il n'y a qu'une seule dent dans sa mâchoire. Ils ont réussi à en extraire de l'ADN mitochondrial et des protéines. Ils en ont fait des analyses phylogénétiques et il se trouve que ce crâne matche complètement avec Denisova. Donc en fait, Homo longi et Denisova, donc vous voyez le crâne d'Harbin ici, qui se branche complètement au milieu des Denisoviens. Donc le crâne d'Harbin, Homo longi et Denisova sont une seule et même espèce, ce qui veut dire que, normalement, le vrai nom de Denisova, c'est Homo longi. Alors c'est quelque chose qui est débattu, et je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite spécifiquement sur le sujet. Donc je vous mets la vidéo dans la description si la question de l'homme de Denisova, de son identité, et la question de la relation entre Denisovien et crâne de Harbin vous intéresse, vous pouvez aller voir cette vidéo où j'explique les choses beaucoup plus en détail. Comme je l'ai déjà fait, je vais pas le refaire encore une fois, mais voilà, ça veut dire que maintenant, en fait, Denisova a un visage, et ce visage, c'est celui de Homo longi, c'est le même que celui de Homo longi. Denisova, c'est Homo longi, c'est le crâne de Harbin. On continue avec la paléogénétique du genre Homo, avec un article dans Science, maintenant, la très prestigieuse revue Science, qui nous parle de l'homme de Néandertal et des échanges génétiques
qui ont eu lieu entre Néandertal et Homo sapiens. Alors on est tous familiers de l'échange génétique le plus connu, celui entre Néandertal et Sapiens, celui où Néandertal a, en gros, s'est hybridé avec Homo sapiens et a envoyé 20% de son génome chez Homo sapiens, un montant de gènes qui est d'ailleurs débattu puisqu'on en avait reparlé récemment. Il y en a qui maintenant font monter ce pourcentage jusqu'à des 60%. Mais bref, c'était entre il y a 40 000 et 60 000 ans à peu près, donc ici arrondi à 50 000 ans. Néandertal nous envoie un gros paquet de gènes, alors pas à nous tous, les populations africaines ont été épargnées puisque c'est en sortant d'Afrique que les populations eurasiatiques d'Homo sapiens se sont hybridées avec Néandertal dans le Levant, et donc on retrouve ça que chez les représentants eurasiatiques de Homo sapiens. Alors on retrouve quelques gènes de Néandertal chez les populations africaines, mais elles n'ont pas été héritées de Néandertal directement, ce sont les Européens qui ont envoyé ces quelques gènes. Alors ces 20%, ces 20 à 60% de gènes néandertaliens qu'on retrouve chez les populations eurasiatiques modernes, ils ont évidemment été très largement dilués, à tel point qu'aujourd'hui on n'en a plus que 2 à 4% selon d'où vous venez, en gros. Mais à la base, il y avait beaucoup plus de gènes que ça qui se sont retrouvés chez Sapiens. C'est juste que à force de dilution, à force de population migrant en dehors d'Afrique, c'est évidemment le génome Sapiens qui l'a emporté. Et qui a fini par diluer la contribution néandertalienne à notre génome. Mais donc cet article refait plein de grosses analyses génétiques et nous donne une nouvelle histoire, en fait, alors complète plutôt cette histoire, plutôt que de réellement la changer complètement, nous donne une nouvelle version de l'histoire où il y a toujours une grande hybridation entre Sapiens et Néandertal il y a environ 50 000 ans, mais en fait il rajoute à cette grande hybridation une autre hybridation il y a 200 000 ans, donc c'est ce qui est écrit ici, une hybridation, un événement d'hybridation il y a 200 000 ans, et un autre événement d'hybridation qui n'a pas concerné tous les Néandertals, notamment les Néandertals de l'Altaï, par exemple, n'ont pas été concernés par cet événement d'hybridation, mais il y a un autre événement d'hybridation qui a eu lieu avec d'autres populations, certaines populations néandertaliennes, il y a 120 000 ans. Donc les populations Vindija et Chagirskaya, des populations qui sont un peu plus récentes et un peu plus au sud que celles de l'Altaï, donc. Et ça nous donne une toute autre histoire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est des hybridations qui n'ont pas eu dans le même sens, qui n'ont pas eu lieu dans le même sens, je veux dire. À savoir que l'hybridation dont on est le plus familier, c'est Néandertal qui balance un gros paquet de gènes chez Homo sapiens, chez les Homo sapiens eurasiatiques au moment où ils sortent d'Afrique. Ça, c'est l'événement dont on a le plus entendu parler, mais là, ça nous rajoute 2 événements d'hybridation, où là, par contre, c'est Sapiens qui a envoyé des gènes chez les Néandertals. Ici, 5 à 10% du génome qui finit chez Néandertal il y a 200 000 ans, et ici, il y a 120 000 ans, environ 0,5% du génome, donc un tout petit événement d'hybridation, il y a à peu près 120 000 ans. Et là où c'est super intéressant, en fait, c'est que ça coïncide quand même avec des événements qui sont bien connus dans le registre archéologique. C'est-à-dire qu'on retrouve dans le génome, grâce à l'horloge moléculaire et grâce à l'analyse de phylogénétique de ces échantillons, on retrouve la trace d'événements qui étaient déjà documentés dans le registre archéologique, à savoir et dans le registre génétique grâce à d'autres méthodes. Notamment, il y a 200 000 ans, il y a 200 000 ans, qu'est-ce que c'est ? C'est le crâne d'Apidima. Donc Apidima, de la grotte du même nom en Grèce, c'est un crâne qui a des traits d'Homo sapiens, en l'occurrence c'est une boîte crânienne qui est très très ronde, très très globulaire, donc très sapiens dans son apparence, qui est retrouvé en Grèce il y a 200 000 ans. Donc évidemment, ça avait fait penser à une première sortie d'Afrique il y a 200 000 ans, qui avait échoué, mais qui avait quand même emmené Homo sapiens jusqu'en Grèce. Eh bien, et puis on savait pas trop quoi faire de cet événement, on savait pas trop quoi faire de ces restes fossiles, puisque ça ne collait avec aucun événement paléogénétique,
puisqu'on ne savait pas qu'il y avait eu d'autres événements d'échange génétique avant 50 000 ans. Bon bah là, bim, on a cet événement d'échange génétique qui a lieu il y a 200 000 ans, et qui correspond du coup à l'âge du crâne d'Apidima. Donc là, ça, en fait, maintenant, ça colle. Il y a 200 000 ans, il y a probablement déjà eu une première tentative de sortie d'Afrique par Homo sapiens, qui est allée au moins jusqu'en Grèce, qui a concerné un grand paquet de Néandertaliens, puisque tous les Néandertaliens analysés ici ont l'air de porter les traces de cette première sortie d'Afrique. Il y a beaucoup de gènes qui ont été transférés d'ailleurs, hein. Considérant que cet événement il y a 50 000 ans a transféré au moins 20% de génome, ici 10% c'est quasiment la moitié, donc c'est un gros événement d'hybridation quand même, mine de rien. Donc on a une première sortie d'Afrique apparemment qui a donné un premier événement d'hybridation, sortie d'Afrique qui n'a rien donné, qui n'a pas donné de descendants sapiens, anatomiquement sapiens en tout cas, au-delà de cette date. Puis on a eu un deuxième événement de sortie d'Afrique, qu'on connaît bien, hein, à 120 000 ans. C'est la première tentative, enfin c'est ce qu'on appelait autrefois la première tentative ratée de sortie d'Afrique d'Homo sapiens à 120 000 ans. Bon bah maintenant on sait qu'il y en a eu une deuxième il y a 200 000 ans. Mais donc on avait cette tentative ratée de sortie d'Afrique d'Homo sapiens il y a 120 000 ans, sortie d'Afrique qui avait été complètement diluée dans du Néandertal, et on avait finalement on sait que cette tentative de sortie d'Afrique n'avait rien donné. Bon bah maintenant c'est pareil, on a cet événement génétique ici qui a l'air d'indiquer qu'il y a eu un tout petit peu d'hybridation, 0,5% d'hybridation, et qui soutient du coup le registre archéologique, qui soutient aussi le registre géographique, hein, puisqu'il y a 120 000 ans on a aussi un pont continental qui s'appelle le pont Nil-Sinaï, qui se forme à peu près à cette époque et qui a pu permettre à Sapiens de traverser, de sortir d'Afrique. Donc on a un registre vraiment cohérent qui va avec ça. Donc ça étoffe finalement le scénario de l'origine d'Homo sapiens et de sa dispersion dans le reste du monde, non pas en le remettant complètement en question ou en réécrivant l'histoire d'Homo sapiens, pas du tout. Ça ne réécrit pas l'événement de dispersion qui a conduit au succès d'Homo sapiens il y a 50 000 ans, enfin il y a 60 à 45 000 ans. Ça ne réécrit pas l'événement d'hybridation qui a eu lieu à ce moment-là, mais par contre ça complète l'histoire d'Homo sapiens en disant que en fait à la base il y a eu des sorties d'Afrique. Il y a eu des sorties d'Afrique à 200 000 ans et à 120 000 ans. Ces sorties d'Afrique, pendant ces sorties d'Afrique, c'est Sapiens qui s'est dilué dans Néandertal. C'est complètement dilué dans Néandertal, à tel point que c'est Néandertal qui a acquis des gènes de Sapiens, mais pas l'inverse. Donc une fois 10%, entre 5 et 10% il y a 200 000 ans, une autre fois 0,5% il y a 120 000 ans. Néandertal avait une démographie très forte qui a battu celle d'Homo sapiens, et donc c'est Sapiens, c'est les petits groupes de Sapiens qui se sont fait absorber par Néandertal. Et puis il y a eu la troisième sortie d'Afrique, celle qui a fonctionné pour Sapiens, avec Sapiens qui a avalé les populations de Néandertal qui donc ont transféré leurs gènes à Sapiens, mais pas dans le sens opposé. Voilà ce qui s'est passé. Donc c'est Néandertal qui s'est fait avaler dans le Levant par la démographie de Homo sapiens. Ces gènes se sont retrouvés intégrés dans ceux de Sapiens, mais pas l'inverse. Vous voyez, et c'est ça qu'indiquent ces flèches, en fait. Et ça nous donne aussi une idée de la démographie. Et d'ailleurs, ce que nous dit aussi cet article et qui est très important, c'est qu'en fait, vu que du coup, à la base, on a des gènes de Sapiens qui ont fini chez Néandertal, ça veut dire qu'en fait, on a surestimé la diversité génétique de Néandertal, et du coup, en surestimant sa diversité génétique, on a aussi surestimé la taille de ces populations. Et rappelez-vous, l'hypothèse de la démographie, c'est l'une des hypothèses les plus acceptées sur l'échec, on va dire, ultime de Néandertal. Alors, échec ultime dans le sens où l'échec final de Néandertal par rapport à Sapiens, à savoir que Néandertal avait une démographie qui, au final, il y a 40 000 ans, n'était plus suffisamment forte pour arriver à battre la démographie de Sapiens. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 200 000 ans,
Néandertal avait une démographie plus forte que Sapiens. Il y a 120 000 ans, Néandertal avait une démographie plus forte que Sapiens, mais il y a 50 000 ans, eh bien Sapiens a eu une démographie plus forte et c'est ça qui fait que Sapiens a gagné. C'est très intéressant comme article parce que justement ça complète cette histoire et là cet arbre il est vraiment très bien parce qu'il est très simple et en même temps on comprend très bien ce qui se passe quoi. C'est des échanges en fait qui ont eu lieu plusieurs fois entre Néandertal et Sapiens et qui en fonction de la démographie des deux populations fait que l'une ou l'autre s'en est mieux sortie. Et donc au final, ça nous raconte l'histoire de la démographie déclinante des derniers Néandertals face aux Sapiens qui sont sortis d'Afrique. Mais vous voyez que la success story de Homo sapiens, elle coule pas de source. Hein. Il y a eu 2 sorties d'Afrique qui ont échoué avant que la 3e réussisse. Donc Sapiens n'avait pas une victoire anticipée sur Néandertal. Il y a rien qui prédestinait Sapiens finalement à gagner face à Néandertal, et au contraire, Sapiens avait déjà perdu à 2 reprises face à Néandertal. Donc c'est ce qui est quand même vachement contre-intuitif au final. Hein. Au moment où Sapiens, je répète la phrase, hein, au moment où Néandertal perd la partie, en fait c'est Néandertal qui mène le jeu 2-1. On reste chez les mammifères et les perturbations environnementales avec une équipe essentiellement montpelliéraine qui publie dans la très prestigieuse revue PNAS un article qui met en évidence un nouvel événement que je ne connaissais pas. Vous connaissiez peut-être le Paléocène-Éocène Thermal Maximum, le fameux PETM qui a eu lieu, comme son nom l'indique, à la transition Paléocène et Éocène, il y a 56 millions d'années, pardon, on est à une toute autre échelle de temps maintenant. Il y a 56 millions d'années, c'est un événement d'augmentation des températures, 10 degrés en moyenne au-dessus de ce qu'on connaît aujourd'hui. Bon, au-dessus de ce qu'on connaît aujourd'hui d'il y a 10 ans, donc peut-être seulement 8 degrés maintenant. Mais bref. Donc vous connaissiez peut-être le PETM, qui est un grand événement dans l'histoire des mammifères, hein, puisque le PETM, c'est aussi la transition depuis les faunes de mammifères qui sont les faunes du Paléocène, c'est-à-dire des faunes qui sont en train de récupérer de la crise d'il y a 66 millions d'années. Hein. On est encore au Paléocène dans la récupération post-crise KPG. Les mammifères sont largement dominés par des groupes qu'on considère entre guillemets archaïques, qui sont des groupes qui n'existent plus, des groupes de mammifères qui n'existent plus aujourd'hui, c'est pour ça qu'on les appelle archaïques. Et à la crise Paléocène-Éocène, ils se font remplacer par les groupes de mammifères dits modernes, à savoir des groupes de mammifères qui connaissent encore aujourd'hui des représentants actuels. Donc c'est ça la différence entre archaïque et moderne. Hein. Archaïque, c'est des groupes qui ne connaissent pas de représentants modernes. Modernes, c'est les groupes qui connaissent des représentants modernes. Donc par exemple, dans les groupes archaïques, on a les condylartres, typiquement. On a le Wintaterium, je sais pas si vous voyez ce que c'est Wintaterium, mais en gros ça ressemble à un rhinocéros, mais ça n'a absolument rien à voir avec un rhinocéros. Et ça avait à la fois des espèces de cornes sur le pif, mais en plus des dents de sabre. Et ça vivait en Amérique du Nord, donc voilà, ça fait partie de ces groupes. On avait les plésiadapiformes aussi, par exemple, qui remplaçaient fonctionnellement les primates pendant le Paléocène, et qui vont se faire remplacer par les vrais primates à la limite Paléocène et Éocène. Bon, eh bien ici l'équipe de Montpellier nous présente un nouveau site, Albas, dans le sud de la France. Ça nous vient d'à côté de Corbière, vous voyez, c'est ici, alors c'est dans les Pyrénées, près de la côte méditerranéenne. Corbière, très connu pour son vin et pour l'hérésie cathare. Voilà, c'est au même endroit. Et donc sur ce site de Albas, on a une belle documentation du PETM, mais du coup on a aussi une préservation de ce site qui s'appelle, enfin de cet événement pardon, qui s'appelle le Pre-Onset Excursion, qui est en gros une espèce de pic de température qui a eu lieu juste avant le PETM. Vous voyez que ça c'est le pic du PETM qui va tout sur la gauche par là, et là vous avez le pic qui correspond au Pre-Onset, qui est un petit pic avant le gros pic. Et ce qu'il y a d'intéressant en fait avec Albas, c'est qu'il a donné toute une faune de mammifères bien identifiable à ces petits chicots ici. Vous voyez, alors je vais pas vous faire l'affront d'essayer de vous expliquer pourquoi on identifie les chicots en ce qu'on pense qu'ils sont. Hein. L'identification des chicots de mammifères,
J'ai vaguement essayé d'en faire un cours, ça m'a pris environ 6 heures et tout est sur internet déjà, hein, donc vous pouvez aller voir les cours de paléomammalogie et comment on identifie les mammifères à partir de leurs chicots. Mais je vous passe l'identification des chicots et on passe directement au Paléocène et Eocène. Donc voici la limite Paléocène et Eocène. Voici le PETM ici, l'espèce d'augmentation des températures qu'on voit bien ici. Voici le Pré-Onset, le premier pic de température avant le PETM, donc de la fin du Paléocène, et donc la faune d'Albas qui se trouve juste entre les deux ici, d'après les chercheurs montpelliérains, et qui est en fait un premier événement de perturbation environnementale tel que on a des nouvelles espèces qui apparaissent au moment de ce pré-onset. On croyait qu'elles apparaissaient en fait au PETM, mais en fait non, elles apparaissent pendant ce pré-onset, à savoir des hyénodontidés, des rongeurs, donc qui font partie des modernes, les paromomyidés qui sont des primates, et vous avez des herpétoptérodontidés qui sont des marsupiaux. Voilà, donc on a un espèce de découplage entre deux événements, au lieu d'avoir un seul grand événement de migration. Donc c'est des migrations, évidemment, quand je dis ils apparaissent pas de nulle part, hein. En réalité, ils viennent d'ailleurs, ils viennent d'un autre bassin, et en l'occurrence, ici, ils font l'hypothèse qu'ils viennent d'Amérique du Nord. Donc on a une première perturbation environnementale, avec un premier pont continental qui se forme avec l'Amérique, et qui voit l'arrivée d'une nouvelle faune, d'une faune résolument moderne dans notre faune européenne qui était jusque-là archaïque. Et donc on a un découplage en fait de cet événement de migration avec une première migration suivant le pré-onset et une deuxième migration qui arrivera pendant le PETM et qui nous apportera les périssodactyles, donc les chevaux, les rhinos, les artiodactyles, les vaches, les cochons, les antélodontidés en l'occurrence, et puis les vrais primates, encore plus dérivés d'ailleurs que les paromomyidés. Donc voilà, c'est une nouvelle faune qui vient d'être identifiée et qui réécrit un petit peu, là c'est une vraie réécriture finalement de l'histoire du PETM, à savoir que c'est un événement plus compliqué qu'il n'y paraissait. Donc félicitations aux collègues montpelliérains, et j'aime à croire que j'ai un petit peu contribué, parce que il y a une fois où je suis allé avec Rodolphe Tabus sur le terrain à Albas pour collecter des sédiments. Donc j'aime à croire que peut-être il y a une de ces chicots qui était dans l'un des sacs qu'on a collecté à Albas. Peut-être, ou peut-être pas. Peut-être que Rodolphe Tabus nous le dira dans les commentaires, qui sait. On reste dans les changements climatiques majeurs, mais alors là, une autre échelle, hein, un autre niveau, celui de la limite Permien-Trias. 90% des espèces se font atomiser la face par un changement climatique tel que on n'en a jamais connu avant et qu'on en reconnaîtra, j'espère, plus jamais. En réalité, si, hein, la vie sur Terre s'éteindra un jour, donc évidemment qu'un jour ça va se reproduire. Donc c'est la crise Permien-Trias, c'est pas le jour, parce que ça a duré au moins 1 million d'années, voire même 10 millions d'années. Cet article nous dit à peu près 5 millions d'années. Voilà. Tout le monde n'est pas d'accord sur la durée de la crise Permien-Trias, donc voilà. On va couper court sur le débat. Tout le monde n'est pas d'accord sur la durée de la crise Permo-Trias, mais en tout cas, c'est la crise pendant laquelle la vie a failli s'éteindre. Et une des explications qui avait été proposée, c'était un changement majeur au niveau de la flore. Le problème, c'est que de la flore terrestre en l'occurrence. Le problème, c'est que la flore terrestre, elle est très très mal documentée à la limite Permien-Trias. On a très très peu de flore terrestre préservée, pour la simple et bonne raison qu'on a très très peu de sédiments terrestres à la limite Permien-Trias. Le seul endroit où on trouve un enregistrement continu de la limite Permien-Trias, c'est en milieu terrestre, je veux dire, c'est en Afrique du Sud. Les autres endroits, l'Australie, la Chine, c'est surtout du marin, déjà, c'est pas terrestre. L'Australie, c'est effectivement terrestre, mais c'est pas continu, il y a une interruption. Et la plupart des endroits dans le monde, en fait, où il y a une limite Permien-Trias, c'est pas une vraie limite Permien-Trias, il y a une interruption de sédimentation pendant la limite Permien-Trias. Et la raison en est simple, c'est qu'il y a eu un énorme événement d'érosion. Il y a eu une aridification telle qu'il y a eu un énorme événement d'érosion. Et du coup, il n'y a pas de sédiments. Enfin, soit les sédiments se sont pas déposés du tout, soit ils se sont déposés, mais ils ont été érodés.
Donc il y a eu un énorme événement d'érosion qui fait que la limite Permien-Trias, dans la plupart des endroits, n'est pas préservée. Mais ces chercheurs ici, dans un article publié dans Nature Communications, donc on est toujours sur du prestigieux évidemment, on fait des modélisations en fait de la flore à partir du peu qu'on sait du registre fossile des plantes terrestres à la limite Permien-Trias. Donc vous avez le Permien, vous avez le Trias ici en violet, le Permien, moi je le vois orange, mais vous faites ce que vous voulez avec cette couleur, c'est du orange-rose. Donc vous avez du violet ici, du orange-rose, le Trias, la fin du Permien, et ici vous avez des modèles en fait, ils ont fait des modélisations à partir des données fossiles qui sont représentées par des points ici, à partir des données fossiles des plantes, voilà que vous voyez ici, à partir des données fossiles des tétrapodes, à partir d'une modélisation on va dire du climat, ils ont reconstitué ici dans cette colonne la distribution de la végétation pendant la transition entre le Permien et le début du Trias. Donc là vous avez le monde moderne avec la distribution de la densité c'est en gros une densité du couvert végétal qui est modélisée. Donc vous avez la densité du couvert végétal, on voit bien les zones tropicales qui sont en vert foncé, on voit les zones autour des régions tropicales qui sont en vert clair. Voilà, la région tempérée est en vert clair parce qu'il y a un beau couvert végétal. Donc ça, c'est le monde moderne pour référence. Ça, c'est le monde au Permien, à la fin du Permien pour référence. On a quand même déjà une grande région désertique au milieu, mais vous voyez qu'il y a de la végétation au moins sur le bord des continents, sur les régions plutôt côtières, il y a de la belle végétation. Et puis quand vous passez au Trias, voilà. Voilà. Alors, encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'endroits où la flore est bien documentée au Trias, vous voyez ici. Il y a très peu de préservation. Généralement, il y a plus de tétrapodes d'ailleurs de préservés que de plantes, parce que l'os, ça préserve mieux que le bois. Donc fatalement, il y a moins de plantes que de tétrapodes. Mais donc même en faisant la modélisation, même en modélisant les endroits où il devrait normalement y avoir des plantes, même si on n'en trouve pas, on voit quand même bien la différence. Là, on a un monde qui a quand même du vert, et là, on est dans un monde où le vert n'existe plus. Voilà, c'est un monde qui est complètement désertique, ce qui va très bien avec l'idée qu'il y a eu un très très fort événement d'érosion dû à une très très forte aridification. S'il y a plus de couvert végétal, il y a érosion de fou. Donc là, on a vraiment cette transition au niveau des plantes qui a tout défoncé, et ça, forcément, ça a largement contribué à la perturbation environnementale qui va avec la crise Permien-Trias, à savoir que la crise Permien-Trias, il y a eu un énorme événement d'aridification. Pourquoi ? Parce que du CO2 a été relâché par les trappes de Sibérie, et ce CO2 a fait un effet de serre monumental qui a peut-être même provoqué le relâchement de clatrartes, c'est-à-dire de méthane stocké sous forme de glace au fond des océans, mais qui du coup s'est retrouvé dégagé dans l'atmosphère, qui a lui aussi augmenté l'effet de serre. Et en plus de ça, vous avez plus de plantes pour produire de l'oxygène, et en plus de ça, les plantes qui recouvraient autrefois des grands bassins sédimentaires, c'est-à-dire des trucs pleins de charbon, enfin à l'époque plutôt de la lignite, puisqu'elle n'était pas encore métamorphisée en charbon, mais c'était des couverts végétales qui retrouvaient des bassins charbonneux. Je vais pas dire carbonifères parce que ça évidemment c'est le Permien, c'est pas le carbonifère, mais c'est des bassins charbonneux. Riches en carbone, voilà, utilisons les mots, ils se retrouvent érodés. Et comme ces bassins riches en carbone se retrouvent érodés, le carbone qui avait été fixé dans le sol, maintenant il se retrouve libéré. Et c'est ce que nous explique cet article. Donc en fait, ça a participé largement, cette mort en masse du couvert végétal a très largement participé du coup aussi à réchauffer l'atmosphère et à aggraver la crise Permien-Trias, et à la prolonger, en l'occurrence, eux le disent, pendant 5 millions d'années, même après la crise, parce que le temps que le climat se répare, le temps que le climat et le couvert végétal se réparent, il s'est écoulé, vous voyez, pas moins de 5 millions d'années avant qu'enfin on retrouve une végétation à peu près correcte. Voilà un des facteurs explicatifs, un des multiples facteurs explicatifs de la limite Permien-Trias, et de pourquoi autant d'espèces
on finit par mourir. On reste avec les végétaux et dans le Mésozoïque, ça y est, on a transitionné entre le Permien et le Trias, on arrive au Mésozoïque. Un des grands groupes qui va tirer son épingle du jeu au Trias, ça va être les ptérosaures. Et justement, un nouvel article nous annonce qu'on a fait une grande découverte sur ces ptérosaures, c'est que on avait beau s'imaginer que les ptérosaures pouvaient aussi être végétariens, on n'avait jamais trouvé de preuve. Donc on se disait, bon, les ptérosaures, la plupart étaient mangeurs de poissons, ils étaient mangeurs d'insectes pour les plus petits, ils étaient certainement carnivores pour les plus gros, ils devaient bien se taper un fruit une fois de temps en temps, mais en réalité on n'avait jamais trouvé de preuve qu'ils étaient possiblement herbivores. Et bien ça y est, on a trouvé ce qu'on appelle des phytolithes. Alors les phytolithes, qu'est-ce que c'est? Phyto, la plante, lithe, le caillou. Donc c'est des cailloux de plantes qu'on retrouve notamment beaucoup dans les herbacées. Hein, donc le gazon, votre gazon est plein de phytolithes. C'est pour ça d'ailleurs que les herbivores ont des très grosses dents. Hein, c'est parce que c'est un mécanisme de protection en fait. Les phytolithes, ça vous détruit les dents. Donc c'est pour ça que les herbivores ont des très grosses dents qui poussent en continu. C'est pour pouvoir manger des phytolithes. C'est pour pouvoir manger les plantes malgré les phytolithes qu'il y a dedans qui leur bousillent les dents. Donc l'idée étant de produire plus de dents que les plantes ne produisent de phytolithes. Bon, à l'époque des dinosaures, c'était pas tellement, enfin au Mésozoïque, j'entends, c'était pas tellement un problème puisque la course aux armements phytolithiennes n'avait pas encore vraiment démarré. La course aux armements des phytolithes, ça va vraiment démarrer il y a 25 millions d'années seulement, mais les plantes produisaient quand même déjà des phytolithes. Et on retrouve de ces phytolithes dans le contenu stomacal de ce très joli ptérosaure de Chine. C'est un tupéjaridé qui a un estomac, enfin un gésier plutôt préservé avec des restes alimentaires, mais surtout avec des phytolithes et des gastrolithes. Donc gastrolithes qui sont généralement, mais pas exclusivement, associés à un régime herbivore. Le régime herbivore étant quand même riche en fibres végétales très dures à digérer, c'est généralement les herbivores qui ont des gastrolithes, mais il y a aussi des carnivores qui ont des gastrolithes. Mais c'est généralement quelque chose de... Voilà, statistiquement parlant, on a plus de chances de gagner en disant que c'est herbivore que carnivore, quand on a des gastrolithes. Et donc il y avait aussi des phytolithes. Donc si on a des phytolithes et des gastrolithes, on a quand même un bon signal que, oui, c'était plutôt un animal herbivore. Ceci étant dit, voici l'article qui est en format pré-proof, donc il est accepté, mais il n'est pas encore mis en page. Mais en gros, voilà, il nous montre les photos de ces phytolithes, mais par contre dans l'article, j'aurais aimé en fait que l'article soit un petit peu plus long et qu'il nous explique un peu plus pourquoi les phytolithes qu'il y a dans le contenu stomacal ne sont pas des phytolithes qui sont venus se mettre par-dessus le fossile, on va dire. J'aurais bien aimé qu'il passe un peu plus de temps à expliquer ça, parce que retrouver des phytolithes ici n'a aucune valeur si vous retrouvez les mêmes phytolithes là, tout simplement. Hein. Si vous retrouvez les mêmes phytolithes à l'intérieur et à l'extérieur de l'estomac, ça veut juste dire que vous avez saupoudré du phytolithe par-dessus votre fossile. Juste après la mort par exemple, hein. Je veux dire, j'entends pas qu'ils ont falsifié leurs données, hein. Ce que je veux dire, c'est que juste après la mort, vous avez eu un dépôt de végétaux qui a laissé des phytolithes partout. Bon, mais si vous regardez que le contenu stomacal, évidemment que vous allez voir des phytolithes, vous allez dire oh il a des phytolithes dans l'estomac, et puis en fait non, il y a aussi des phytolithes à côté, quoi. Donc j'aurais aimé qu'il passe plus de temps à démontrer que ce qu'on retrouve autour, c'est pas les mêmes phytolithes, mais il y a vraiment qu'un seul paragraphe qui est dédié à ça, et un seul paragraphe, je trouve que c'est pas beaucoup quand même. J'aurais aimé voir plus. Donc, mais bon, encore une fois, des ptérosaures herbivores, c'était attendu, hein, quand même. C'était pas non plus, mais c'est la première fois qu'on le démontre. Si toutefois vous êtes convaincu par cet article. On reste toujours dans les reptiles mésozoïques, mais cette fois, maintenant, on passe aux Ichthyosaurimorpha, et notamment un Ichthyosaurimorpha bien spécial qui s'appelle Upessucus. Donc Upessucus, vous le connaissez peut-être sous sa reconstitution la plus provocatrice, je dirais, hein, celle que vous voyez en ce moment à l'écran, qui représente Upessucus comme étant une espèce de baleine mais avec 4 pattes. Voilà. Donc Upessucus, c'est un reptile marin, enfin aquatique du Trias, qui a été découvert aussi en Chine.
La Chine qui à l'époque du Trias était un archipel avec des petites îles par-ci par-là. Et donc ces Upessucus, en gros, ils avaient une anatomie superficiellement similaire à certains cétacés, à savoir que les deux os maxillaires qui sont relativement plats et triangulaires, et ce qui rappellerait en gros certains cétacés, notamment les baleines qui sont filtreuses. Et ça a fait dire, donc ça a conduit à cette reconstitution que vous avez vue de Upessucus comme étant un truc qui se nourrissait un peu de krill. Alors le krill n'existait pas, mais qui se nourrissait de plancton, un peu comme le font certaines baleines actuelles. Une équipe s'est attelée dans le journal Peerjay à mettre à l'épreuve cette hypothèse selon laquelle Upessucus aurait vécu, se serait nourri comme une baleine. Et leur réponse est assez édifiante puisque pour eux, en fait, l'idée que Upessucus se nourrissait comme une baleine, ça vient de multiples erreurs dans le jeu de données original qui avait permis à l'époque d'arriver à la conclusion que Upessucus se nourrissait comme une baleine. Donc en un mot commençant, ce qu'ils disent, c'est que les auteurs précédents ont fait de la merde, qu'ils ont mis, il y a un gros paquet d'erreurs dans leur jeu de données, notamment quand ils ont comparé la forme du crâne de Upessucus à celle des baleines modernes. Ils ont utilisé ce qu'on appelle des landmarks, de la morphométrie en 3D, c'est ce que vous voyez là. Ils ont utilisé de la morphométrie, et donc leur jeu de données morphométrique était pété d'erreurs, et c'est pour ça qu'ils ont fini avec un Upessucus qui avait l'air de ressembler à une baleine, alors qu'en fait non. Voilà. Donc eux, ce qu'ils trouvent, c'est qu'il y a aucun chevauchement entre les landmarks de Upessucus et les landmarks des baleines qui se nourrissent de plancton. Par contre, ce qu'ils trouvent, c'est que il y a quand même ces deux espèces de maxillaires triangulaires qui, une fois de plus, ressemblent quand même pas mal à ceux d'une baleine. Et en l'occurrence, ils font remarquer que ça ressemble aussi au maxillaire d'un pélican. Donc il n'est pas complètement impossible que Upessucus ait ressemblé un peu à un pélican, y compris en ayant une espèce de poche gulaire, comme on le voit sur cette représentation ici. Donc, comment dire, on appelle ça un sauvetage in extremis de l'enfer. C'est genre, on va dire que leurs conclusions aux gens précédents, elles étaient pas bonnes, mais qu'en même temps, ils avaient pas tout à fait tort. Hop. Par contre, vous enlevez complètement les espèces de fils allemands là qui lui pendent du palais. Ça, par contre, il y avait pas la place. Il y avait pas ce qu'il fallait où il fallait pour qu'ils aient des fanons. Ça, c'est certain. On continue sur les reptiles marins du Mésozoïque. Maintenant, le Temnodontosaurus, le reptile marin préféré des tout petits parce qu'il était très grand. Temnodontosaurus, c'est un très 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 gros ichthyosaure. Un des tout premiers ichthyosaures, qui a vécu entre 183 et 180 millions d'années, donc on est au début du Jurassique. Un fossile qui nous vient d'Allemagne, ici, et qui préserve une palette natatoire de Temnodontosaurus, palette natatoire qui, ici, vous le voyez, préserve aussi de la peau, enfin qui préserve des téguments, donc une préservation exceptionnelle, type Holzmaden, avec, comme vous voyez ici, notamment les écailles, des rangées d'écailles parfaitement alignées, donc vraiment quelque chose qui était vraiment fait pour faire circuler l'eau avec aussi peu de résistance que possible par-dessus la palette natatoire. Et à la fin, vous voyez, il y a ces espèces de petits ostéodermes. Alors c'est du cartilage en réalité, c'est pas des ostéodermes, mais c'est ces petites régions cartilagineuses à la fin qui font des espèces de pointes sur la limite postérieure de la nageoire et qui en fait cassent les vaguelettes. Donc vous avez ces rangées d'écailles là qui conduisaient, on va dire, l'eau aussi vite que possible par-dessus la nageoire, donc qui vraiment permettaient une circulation du fluide la plus efficace possible, et avec à la fin, donc, là où normalement devraient se former des petits vortex à l'arrière de la mâchoire, vous avez ces espèces de denticules cartilagineux qui cassaient les vortex, et en fait, quel effet ça a de casser ces vortex? Ça a pour effet de réduire le bruit. Parce qu'évidemment, des grosses nageoires de Temnodontosaurus, là on parle d'un animal qui faisait dizaines de mètres de long,
les grosses nageoires de Temnodontosaurus, elles devaient faire un bruit du tonnerre, un bruit assez fou. Évidemment, nous, on n'est pas équipés pour entendre le son sous l'eau, mais les proies de Temnodontosaurus, elles sont équipées pour entendre le bruit sous l'eau. Donc Temnodontosaurus était équipé en fait pour faire le moins de bruit possible sous l'eau. Et ça va de pair avec cette espèce de prolongement de chair ici, alors même que la palette natatoire s'arrête là. Vous voyez que là, les os se réduisent, donc si on n'avait que les os, en fait, on ferait s'arrêter la palette natatoire à peu près ici. Vous voyez, au niveau de cette courbe-là. Mais en fait, non, la palette natatoire, elle continue ici. Donc il y a une espèce d'extension de chair à l'arrière de la palette natatoire, et la vraie fin de la palette natatoire, elle est là. Donc elle est quand même assez loin, comme vous pouvez le voir, de la fin de la palette natatoire osseuse. Et ça, c'est pareil, ce petit bout de chair qui aurait été au bout de la palette natatoire, il est très intéressant, ce petit bout de chair, parce que pareil, ça casse les vortex, en fait. Donc ils ont fait dans cet article publié dans Nature, donc bref, ces paléontologues, principalement britanniques, ont fait des simulations, et évidemment, ils ont pu voir qu'en fait, il y avait une cassure de la traînée à l'arrière de la palette natatoire qui fait que ça réduisait le bruit, en fait, que produisait notre Temnodontosaurus. Donc, Temnodontosaurus était équipé, la palette natatoire, du moins de Temnodontosaurus, était équipée pour une nage en mode furtif, en stealth mode, comme ils disent. Donc il était capable de nager en faisant le moins de bruit possible, et donc ça va très bien avec une idée que Temnodontosaurus était un chasseur qui chassait de façon embusquée. Dire qu'un prédateur avait un mode furtif quand on a que ses os, c'est quand même assez compliqué, mais là du coup, grâce à cette préservation exceptionnelle, on est capable de dire oui, Temnodontosaurus, lui, il était équipé comme il fallait pour ne pas faire de bruit quand il approchait de ses proies, et il pouvait les surprendre, bam, proies qui devaient inclure des vertébrés marins plus petits que lui, comme les poissons par exemple, ou bien des ammonites, évidemment. Et puisqu'on parle de céphalopodes, eh bien parlons de poulpes, les poulpes. Les poulpes du Mésozoïque, on est toujours à l'époque des dinosaures, mais cette fois on est au Crétacé supérieur du Japon. Et au Crétacé supérieur du Japon, ils ont collecté des gros blocs de rochers, à l'intérieur desquels ils ont découvert des becs de poulpes. Enfin, pas seulement des becs de poulpes d'ailleurs, ils ont aussi découvert des becs d'ammonites et des becs de tout un tas de céphalopodes en fait. Donc vous avez des poulpes, vous avez des pieuvres, vous avez les vampiromorphes qui sont les espèces de pieuvres là qui ont un grand voile rouge là qui ressemble à Dracula, c'est pour ça que ça s'appelle des vampiromorphes, et évidemment vous avez les ammonites, et vous avez des bélémnites aussi quelque part dans ce diagramme, quelque part, même des nautiles d'ailleurs. On a aussi des nautiles. Et donc ils ont collecté ces blocs sur toute la durée du Crétacé supérieur, qu'ils ont de très très bien enregistrés au Japon. Ils ont fait le catalogue en fait de tous ces becs qu'ils retrouvent. Et en fait, ce qu'ils retrouvent, c'est que on a c'est que quand on regarde que les becs et pas les coquilles justement, eh bien on retrouve une histoire qui est complètement différente de celle si on regarde que les coquilles. Si on regarde que les coquilles, on voit une écrasante domination des ammonites. C'est ce qui vous est représenté ici. On voit une très écrasante représentation des ammonites, et très peu de représentation des autres groupes de céphalopodes, parce qu'ils n'ont pas de coquilles. Les poulpes n'ont pas de coquilles, alors que, enfin, les poulpes, les pieuvres et les vampiromorphes n'ont pas de coquilles. Mais par contre, une fois qu'on se met à prendre en compte les animaux qui ont un corps mou grâce à la préservation de leur bec qui est pas du tout en matière très dure, hein. Donc il faut vraiment une préservation exceptionnelle pour préserver ces becs. Et bien là, on se met à voir une surreprésentation en fait des espèces à corps mou, qui nous montre en fait une diversité qui est complètement cryptique, qui était complètement cryptique jusque-là, à savoir que oui, non seulement il y avait des poulpes à l'époque du Mésozoïque, il n'y avait pas que des ammonites, bon ça on le savait grâce à des dépôts comme la Voulte-sur-Rhône, qui préserve la plus ancienne pieuvre du registre fossile, mais à moins d'avoir une préservation exceptionnelle comme à la Voulte-sur-Rhône où la pieuvre est préservée en entier, on savait pas combien il y en avait, on savait qu'elles étaient là, mais on savait pas combien il y en avait, ni à quoi elles ressemblaient. Bon maintenant, on arrive, grâce à leur bec, à identifier
cette diversité de céphalopodes en tissu mou, maintenant grâce à ces travaux justement de cette équipe japonaise. On peut identifier les grands groupes de céphalopodes à corps mou, et on se rend compte que ces céphalopodes à corps mou, comparés aux ammonites, en fait ils sont largement dominants au Crétacé, et ça c'est de la folie. Au Crétacé, il y a une large dominance des céphalopodes à corps mou. Regardez, au Cénomanien, alors peut-être un peu moins au Turonien, mais au Cognassien, bim, les céphalopodes à corps mou largement dominants. Santonien pareil, Campanien pareil, et Maastrichtien, alors là, Maastrichtien, on a même déjà un début de déclin des ammonites avant la toute fin du Crétacé. Et ça, c'est complètement inattendu, ça. Il y a personne qui l'a vu venir, celle-là. Hein. Je veux dire, vous demandez à n'importe qui, le Mésozoïque, c'est l'âge des ammonites, et de rien d'autre. Et là, non, en fait, on se rend compte que c'est juste un énorme biais de préservation, en réalité. Les céphalopodes à corps mou étaient largement dominants en nombre et en diversité, bien avant l'extinction des ammonites. Boum, big reveal. Tu l'as pas vu venir, celle-là. De la folie. Et donc, c'est pas démérité, évidemment, que ce soit publié dans Science, grande revue prestigieuse de science, évidemment. On termine avec les mers, on a fini avec les mers du Mésozoïque, on passe aux mers du Cénozoïque, les mers du Cénozoïque et notamment du Miocène, avec la découverte pour la première fois d'une dent de requin, Carcharodon astalis, donc l'ancêtre direct du requin blanc moderne, une dent de requin, enfin 2 dents de requin en l'occurrence, découvertes enchâssées dans des vertèbres de cétacés. Donc probablement des cétotères. Donc ici vous voyez une première vertèbre ici, la dent de requin est là, et vous voyez sur la radiographie, bam, la dent de requin bien enchâssée à l'intérieur. Donc pour montrer qu'il s'agit bien d'un véritable fossile et pas d'un faux comme il entraîne tellement, là les dents de mégalodon plantées dans des vertèbres. Voilà, c'est un fake tellement classique que ça en devient un peu ridicule. Donc là au moins on a une vraie radiographie qui montre que vous voyez il y a une début de réponse cicatricielle ici qui a un peu échoué. Hein, la baleine est probablement morte de sa blessure, mais au moins là on voit qu'il y a effectivement une différence de tissu autour de la dent qui montre qu'il y a une réponse tissulaire de la dent, de la vertèbre sur la dent. Donc c'est pas du fake. Et donc là pareil, bim, une belle dent de requin là enchâssée dans cette grosse vertèbre de cétacé ici. Et donc cette dent de Carcharodon astalis, d'ancêtre du requin blanc, dans ces vertèbres de cétacés nous montre une chose, c'est qu'en fait les ancêtres au Miocène, les ancêtres des requins blancs étaient déjà des prédateurs de grands cétacés bien avant la disparition de mégalodons. Ça veut dire qu'il y avait déjà concurrence depuis très longtemps, il y avait concurrence entre mégalodons, enfin entre la lignée du mégalodon et la lignée du requin blanc. Et pendant tout le Miocène probablement il y a eu concurrence entre les deux. Puisque là on a la preuve directe que les requins blancs chassaient la même chose que les mégalodons, à savoir du grand cétacé. Donc il y a toujours tous ces débats autour de la position trophique de mégalodon pour essayer de déterminer s'il était vraiment en concurrence ou pas avec les autres requins et si c'est pour ça qu'il a disparu. Il y a notamment les isotopes qui sont beaucoup utilisés pour cette question, avec des signaux qui sont très contradictoires les uns avec les autres. Là au moins on a de la preuve direct que la lignée du requin blanc se nourrissait de grands cétacés exactement comme le faisait la lignée du mégalodon. Donc que la concurrence avait lieu depuis longtemps et donc c'est pas ça qui a provoqué la disparition du mégalodon, puisqu'ils ont vécu littéralement des millions d'années comme ça. Ils ont coexisté littéralement des millions d'années comme ça avant même l'origine du requin blanc lui-même. Et pour terminer pour de vrai, sans transition, je ne savais pas où mettre ça, mais ça me paraissait intéressant. On est au Canada, on est à l'AD1, donc là on est au tout début de l'histoire de la Terre. On est en milliards d'années maintenant. On vient de dater, grâce à une méthode qui s'appelle la méthode Samarium Neodymium, on vient de dater le plus ancien fragment de croûte terrestre qui existe dans le monde. Sachez que on n'avait pas encore fait, ou du moins que la datation était faite, mais elle n'était pas très précise. Maintenant, on l'a daté avec précision, et ce plus ancien fragment de croûte terrestre
il a environ 4,1 milliards d'années, entre 4,1 et demi et 4,2 milliards d'années. C'est le plus ancien fragment de croûte terrestre connu qui nous vient du Canada. Donc on a le plus vieux cristal terrestre qui a 4,5 milliards d'années, qui est quasiment aussi vieux que notre planète, mais qui est lui-même contenu à l'intérieur d'une roche qui était plus jeune, qui a été déjà le produit de l'érosion d'une roche plus ancienne. Et donc la roche la plus ancienne, maintenant qu'on connaît, eh bien elle a 4,1 et demi, 4,2 milliards d'années. Voilà, c'était Paléo News, je vous remercie de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer d'ancien, et je vous dis à très bientôt.